Je suis arrivé en Chine vraiment la première fois en octobre 82. Ce peuple-là qui a été brimé pendant des années par Mao, qui se réveille, qui veut tout connaître, qui veut tout faire, en ayant tout son background culturel qui, lui, nous fascine. Puis on pouvait découvrir une espèce d'effervescence unique au monde. À partir de son arrivée au pouvoir à la fin des années 70, Deng Xiaoping, le grand leader chinois qui dirige le Parti communiste chinois, lance des messages à la population où on dit il faut que le pays se modernise. Il dit aux gens, il est plus honteux d'être riche, vous pouvez lancer vos entreprises. On relance cette discussion. Pourquoi, en plus de libérer l'économie, on ne libérerait pas les gens? Pourquoi il n'y aurait pas des élections? C'est une série de revendications lancées d'abord par les étudiants, mais qui vont avoir un écho à travers toute la Chine, parce que les ouvriers vont demander la même chose. Et les étudiants décident de venir s'installer dans un lieu qui était considéré comme une espèce de lieu sacré au centre de Pékin, la place Tiananmen, une immense place où on fait les grandes cérémonies militaires, et ils s'installent là. Ils vont même ériger une immense statue en papier mâché qu'ils vont appeler la statue de la démocratie, et ça va devenir un mouvement que le monde entier va observer. Le mouvement grandit de plus en plus jusqu'à un moment extrêmement important, c'est le 15 mai, arrive à Pékin le secrétaire général du Parti communiste soviétique, Mikhail Gorbatchev. C'est la première fois qu'un leader russe vient à Pékin depuis 30 ans, parce que les relations sont rompues. Les Chinois sont obligés de recevoir Mikhail Gorbatchev par la porte arrière de l'Assemblée nationale du peuple. C'est la honte pour le gouvernement. Mais ce qu'on va savoir plus tard aussi, c'est que Gorbatchev leur dit, on a fait la même chose en Union soviétique, on a donné des libertés aux gens, ils ont créé leur propre parlement qui nous critique tous les jours, on est en train de perdre le contrôle. Les Chinois disent, oh, est-ce que nous, on risque de perdre le contrôle? Quelques jours plus tard, le 20 mai, le gouvernement déclare la loi martiale. Là, ça veut dire qu'on dit aux étudiants, vous quittez la place. On leur donne un ultimatum. Les étudiants restent. Et la population chinoise, au lieu d'abandonner les militants et de leur dire rentrez chez vous, elle décide de se joindre. Là, on parle à un certain moment donné de presque 1 million de gens sur la place. On dit aussi que les ouvriers sont en train de se préparer aussi. Certains s'arment, même à Pékin, d'objets en métal, de toutes sortes de choses, parce que tout le monde dit qu'après la loi martiale, le gouvernement va perdre patience et il va se passer quelque chose. Et ça se déroule en pleine nuit, le 3 juin 1989. Et pour la première fois de son histoire, l'armée chinoise est utilisée pour écrabouiller le peuple chinois. Mais en Chine aujourd'hui, on ne parle jamais de cet événement-là. Ça ne fait pas partie de l'histoire du pays officiellement. Et les plus jeunes, qui ont 15, 18 ans, n'en savent rien. Aujourd'hui, la Chine est devenue beaucoup plus affirmative. On veut vraiment oublier les 200 ans où on a été victime des étrangers, de la colonisation étrangère, pour devenir un pays fier. C'est un peuple qui est déjà extrêmement fier de sa culture, mais là, il y a un sentiment nationaliste en Chine qui est extrêmement important et que malheureusement, le gouvernement utilise un peu de façon haineuse. Il y a un sentiment anti-étranger qui est de plus en plus fort, que même moi, qui ai vécu récemment là, jusqu'en 2021, je ne sentais pas. Depuis 2021, ça va vite, là, parce que le gouvernement exploite beaucoup ça pour tenir la population ensemble. Il faut faire attention de distinguer la Chine, ses dirigeants et le peuple chinois. Je pense que le peuple est encore, comme tous les peuples, un peuple qui est ouvert aux autres, qui a envie de connaître, qui a envie de s'ouvrir, qui nous dit « on a besoin de vous ». Et c'est pour ça que j'ai cru, moi, que c'était important de parler de la Chine, d'écrire sur ma perception des Chinois pour essayer de garder les portes ouvertes malgré tout et continuer d'avoir des rapports avec ces gens-là parce que ce sont des gens qu'on ne peut pas laisser de côté. Au contraire, il faut vivre avec eux, il faut échanger avec eux.